On a perdu aujourd'hui en France la notion de ce qu'est un bon steak. On ne sait plus ce que c'est finalement. Alors il faut aussi peut-être réexpliquer aux consommateurs Qu'est-ce que c'est que la bonne viande? qu'est-ce que c'est que la bonne viande. Drôle d'époque, alors que d'aucuns militent pour l'éradication de la viande de nos assiettes, nos bouchers deviennent des stars et trustent les médias. C'est vers l'un d'eux, Yves-Marie Le Bourdonnais, que le réalisateur Franck Ribière s'est tourné pour l'accompagner dans une quête quasi initiatique, celle du meilleur steak du monde. Je me souviens très bien de notre rencontre, il m'avait appelé, j'étais pressé, je cours tout le temps, j'étais débordé de travail. On s'est vu dans un troquet à côté de chez moi et il m'a annoncé ça, je dis je rêve, je rêve. C'était drôle parce qu'en fait il est venu me voir en me disant voilà, moi je suis allé plusieurs fois à Brooklyn, j'ai mangé le steak de Peter Luger et je trouve que c'est énorme parce que mes parents ils font du charolais, j'ai toujours pensé que le charolais était le meilleur puis finalement je trouve que Peter Luger était le meilleur. Et je lui dis tu sais Franck, il faudrait peut-être qu'on aille voir aussi à d'autres endroits parce que pour moi c'est peut-être un peu une supercherie aussi ce steak. Il est bon mais il y en a sûrement d'autres très intéressants à voir. En tout cas cette idée de tour du monde elle est géniale. Le projet aurait pu passer pour une galéjade. C'est en vérité une aventure humaine autant qu'une révolution copernicienne. Non, la France n'est pas le centre du monde. Il va falloir nous remettre en question et nous poser les bonnes questions. La grande problématique qu'on a en France, c'est que c'est les bouchers qui ont initié l'élevage français. C'est un commerçant qui a initié un élevage. Alors que dans le monde anglo-saxon, c'est les éleveurs qui ont initié l'élevage. Voilà, laissons aux gens qui savent, qui détiennent le savoir, leur orientation. C'est à l'éleveur de choisir ce qu'il va faire. Pourquoi l'Aubrac a réussi? Parce que l'Aubrac, ce sont les éleveurs qui ont dit on a cette vache qui est dans notre paysage depuis tout le temps, on va l'exploiter de façon à ce qu'on en sorte une bonne viande avec notre paysage. Voilà, c'est ça, c'est un modèle, mais comme dit Franck, c'est extrêmement simple. Les solutions, elles sont super simples. Elles sont super simples, il faut juste sortir de ce modèle absurde, de ce modèle où on est sous perfusion d'un modèle économique européen débile. Il faut sortir de ça, voilà. Mais les solutions, elles sont pas compliquées. Vent debout contre la malbouffe et l'élevage sans âme et sans goût, c'est par le plaisir des rencontres et le partage que Franck Ribière et Yves-Marie Le Bourdonnais nous invitent à réfléchir sur ce que l'on met dans notre assiette. Les rapports de l'éleveur avec la bête, ce qu'elle mange. Le propos n'a rien d'après pontifiant. C'est juste plein de bon sens et furieusement dans l'air du temps. Disons que c'était difficile. C'est vrai que la viande, c'est pas très politiquement correct. Mais à la fois, on se heurtait à une réalité un peu difficile, mais à la fois, on avait quand même la sensation qu'il y avait vraiment un intérêt. Parce que finalement, la viande, on n'en a pas beaucoup parlé. Il y a beaucoup de questions qui se posent. On a souvent répondu par la négative, c'est-à-dire en voyant les choses d'une manière très négative. Et nous, on a été intéressés de faire quelque chose de positif. L'idée, c'était ça, c'était de dire on va déculpabiliser les mangeurs de viande, parce que manger de la viande, c'est pas sale. Deuxièmement, la contrepartie de les déculpabiliser, c'est de les responsabiliser. Et de la façon la plus simple de les responsabiliser, c'est de les éduquer. Parce qu'aujourd'hui, on parle quand même d'un animal mort. Et le moindre respect, c'est de poser les questions qui vous permettent de comprendre ce que vous avez dans l'assiette. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne fait plus. On achète en grande surface, on prend le truc, on le met dans la frigo, on s'en fout. Aujourd'hui, c'est fini. Il faut poser les questions. Vous avez des bouchers pour ça. Vous avez des grandes surfaces pour ça, et vous avez des gens qui peuvent vous aider, des restaurateurs pour ça. Vous avez plein de gens qui peuvent vous aider. Il ne faut pas hésiter de poser les questions. Il faut arrêter de rentrer dans un magasin c'est ce que je disais, dans une cave à vin, et de voir qu'il y a des vins sans étiquette. Voilà, faut changer. États-Unis, Argentine, Espagne, Corse, Royaume-Uni, France. Ce n'est pas le tour du monde, mais ça y ressemble. Le goût pour le steak serait-il une des choses au monde les mieux partagées? Nos deux compères n'ont hésité devant rien pour nous livrer un top 10 mondial du meilleur steak. Bœuf de Kobe, Black Angus, ces pièces de boucher s'affichent à prix d'or sur les cartes des restaurants. Mais sont-elles vraiment meilleures?
un bon steak, c'est quoi? Un bon steak, c'est un steak qui est tendre et goûteux. C'est-à-dire c'est un steak qui est pauvre en collagène avec un bon équilibre de gras. Pauvre en collagène, on l'obtient sur la femelle par exemple, ou alors sur un animal très précoce. Donc on a complètement arrêté de produire du bœuf dans les années 50. Et on a utilisé plus que la vache en France. Et pour pouvoir lui apporter le gras qu'elle n'avait pas, on lui a donné beaucoup de céréales. Donc ce modèle-là a fonctionné cas 1 cas correctement à peu près jusqu'aux années 70-80 parce qu'il y avait la subvention qui corrigeait le tir, parce que les céréales n'étaient pas très chères et parce que notre veau mâle, qu'on ne pouvait plus produire en bœuf, était acheté par les Italiens pour produire du veau. Et là, depuis 10-15 ans, la problématique s'est complètement inversée. La céréale est devenue un produit très cher parce que l'augmentation mondiale de la demande de céréales fait que le coût de la céréale est devenu... Maintenant, le prix de la céréale est un prix spéculé. Et puis surtout, il y a la subvention européenne qui a longtemps été captée en grande partie par la France. Aujourd'hui, il faut la partager avec les 28 autres pays de l'Union européenne. On n'est plus que 5 ou 6, on est 28 maintenant. Donc ce modèle de l'élevage français basé uniquement sur la vache surdimensionnée musculairement, qui est gavé de céréales, ce modèle aujourd'hui économique est devenu totalement absurde, obsolète et ne peut plus fonctionner. Donc ça vient de là, cette modification c'est simplement une modification de notre consommation. Alors notre opposé, c'est le modèle anglo-saxon, c'est-à-dire un modèle qui, depuis le XVIe siècle, fait rôtir et griller la viande, donc a sélectionné et élevé leurs animaux avec des critères très précis pour en faire une viande rôtie et grillée. C'est-à-dire ils ont tout de suite sélectionné la précocité pour avoir des animaux pauvres en collagène. Ils ont tout de suite sélectionné la docilité parce qu'un animal docile, il est plus facile à manipuler, il est beaucoup moins sujet au stress, donc il est plus tendre aussi. Ils ont sélectionné des animaux qui font du gras facilement. Ils ont sélectionné des animaux qui font de l'herbe, qui mangent de l'herbe, parce que l'Angleterre est une prairie. Donc le modèle anglais est beaucoup plus logique aujourd'hui que le modèle français. De cette aventure, au-delà de quelques kilos, nos deux aventuriers du steak ont rapporté le souvenir de moments uniques. Je suis obligé de citer le moment où j'ai mangé ce fameux steak de Matsuzaka, parce que pour moi c'était un mythe, le bœuf de Kobe, le bœuf japonais, c'était un mythe. Je fais du wagyu depuis 10 ans, mais je savais que le bœuf de Kobe était différent, qu'il avait quelque chose de particulier. Alors voilà, en tant que boucher, amateur de viande, ça se voit dans le film, j'ai une vraie émotion à goûter ce steak. Voilà, je pense que c'est un petit peu la chose qui me restera. Je pense que c'est en Espagne où le gars m'avait fait le meilleur steak du monde et où je mangeais, j'arrivais plus à parler vraiment, j'avais la bouche qui était complètement emportée par le truc. Et le gars me regardait manger et puis en plein milieu de mon steak, il me dit « mais tu filmes pas ?» Et je me suis rendu compte que j'avais complètement oublié de filmer. J'étais obligé de remanger mon steak parce que voilà, j'avais complètement zappé que j'étais là pour un film. Alors messieurs, où le trouve-t-on finalement le meilleur steak du monde ? Je pense que le steak se réinventera tout le temps et le steak, contrairement à... Vous savez, on peut dire que la volaille de sa grand-mère était meilleure. On peut dire que le cochon de son grand-père était mieux, que les légumes dans le temps étaient plus goûteux. Mais le steak, on ne peut pas dire que c'était mieux avant. Voilà. Le steak, il sera meilleur plus tard. Voilà. Le meilleur steak du monde, il est à venir. Et il se réinventera par des collaborations entre les éleveurs, les bouchers. Regardez Hendrik qui fait de la maturation au foin, moi qui fais de la maturation au whisky. On réinvente tout le temps le steak et on fera notre meilleur steak du monde plus tard. On va progresser. Et il y a très peu de produits comme ça, gastronomiques, dont on peut dire que le meilleur est à venir. C'est quand même une note optimiste pour l'avenir.